Votre téléphone sonnera à 3h17 de l'après-midi exactement, ai-je dit au patron de ma femme lors de la médiation de divorce. Il a ri. Bluff désespéré. Je me suis contenté de sourire. À 3h16 de l'après-midi, il a vérifié sa montre, avec un sourire suffisant. À 3h17 de l'après-midi, son téléphone a sonné. Il a répondu, a écouté pendant 11 secondes, et est devenu blanc comme un linge. Il a raccroché et a murmuré, « Qui êtes-vous » Votre téléphone sonnera à 3h17 de l'après-midi exactement, ai-je dit. Personne dans la pièce n'a bougé. Pendant un long moment, ils m'ont juste regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Puis des rires, d'abord de son avocat, le patron de ma femme. Puis d'elle, une courte expiration suffisante par le nez alors qu'elle attrapait son eau citronnée. Même l'associé junior derrière eux a étouffé un sourire narquois derrière un bloc-notes juridique. Bluff désespéré, a dit le patron en secouant la tête. J'ai vu de meilleures répliques dans un feuilleton. Il m'a regardé comme si j'étais un meuble de bureau défectueux. Quelque chose de vieux et de triste qui était resté trop longtemps. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé l'horloge sur le mur. 2h51 de l'après-midi. Je l'ai chronométré à la seconde près. On passe des années à construire une vie avec quelqu'un, à s'occuper des parties silencieuses et invisibles. Les impôts déclarés, les assurances payées, les courses faites, les mots de passe mémorisés, les voitures entretenues, les anniversaires non oubliés. Pas les choses pour lesquelles les gens trinquent, mais les choses qui empêchent une maison de s'effondrer. Et puis un jour, quelqu'un entre avec un faux sourire et un meilleur titre, et soudain vous êtes juste de trop, obsolète, une pensée secondaire dans votre propre vie. C'est ce qu'ils ont fait de moi. Si vous avez déjà été l'homme dans le coin de la pièce, celui qui payait les factures pendant qu'elle construisait son indépendance, celui qui s'est mis en retrait pour qu'elle puisse grandir, alors peut-être que cela ne vous semblera pas fou. Peut-être comprendrez-vous pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai pas frappé la table ou exigé quoi que ce soit. J'ai juste attendu et j'ai planifié. Au fait, si vous écoutez ceci et que vous faites partie de ceux qui n'appuient jamais sur ce bouton d'abonnement, prenez peut-être une seconde pour le faire. Cela nous aide à donner vie à plus d'histoires comme celle-ci. Celle-ci, vous allez vouloir savoir comment elle se termine. Continuons, c'est tout, a dit ma femme en feuilletant le projet de calendrier des actifs comme si elle examinait une facture de traiteur. Nous n'avons pas toute la journée. Ils ont réservé la salle de médiation pour 3 heures. Moderne, mur de verre, mobilier chromé, pichet d'eau au concombre sur la table, comme si une start-up de la Silicon Valley avait essayé de se déguiser en salle d'audience. Son patron, Trevor quelque chose, peu importe, était l'avocat principal de son côté, un associé du cabinet, son supérieur direct, et comme je l'ai appris il y a 17 mois, également son confident. La liaison n'était même pas subtile. Je l'ai découvert par la façon dont elle a commencé à surprononcer le jargon juridique au dîner et à changer sa convention de nommage de mot de passe. Elle ne m'a pas seulement trompé. Elle a plagié ses mensonges. La voiture lui revient, a dit Trevor. Vous l'utilisiez à peine de toute façon. J'ai cligné des yeux. Je l'ai payée intégralement, ai-je dit. Et elle se déprécie, a-t-il répondu. Restons sur le sujet. Il a fait un geste de la main vers l'enveloppe que mon avocat avait placée sur la table. Il n'y avait pas touché. Personne ne l'avait fait. Elle était juste là, toujours scellée, toujours patiente. Et qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé, les yeux brillants. Votre manifeste? Je l'ouvrirai vers 3h18, a dit mon avocat d'un ton neutre. Jésus, a marmonné Trevor, déjà ennuyé. Ma femme s'est penchée en arrière sur sa chaise. Avons-nous fini avec le mélodrame? A-t-elle dit. Je suis juste ici pour finaliser ça et continuer ma vie. Je me suis tourné vers elle. Tu as déjà fait cette partie. Ce que nous finalisons, c'est le coup. Elle a cligné des yeux. Trevor a de nouveau gloussé et s'est penché vers moi, les coudes sur la table comme si nous étions de vieux copains de poker. Écoutez, je comprends, a-t-il dit. C'est une perte. Vous vous déchaînez, mais soyons honnêtes. Elle a construit cette vie. Vous n'avez fait que suivre. Peut-être que si vous aviez été plus ambitieux, nous ne serions pas ici. Voilà. Ils le disent toujours.
Vous pouvez passer une décennie à être fiable, mais dès que vous n'êtes pas tapa accent grave l'œil, que vous ne grimpez pas, que vous ne conquérez pas, vous devenez soudain une note de bas de page. Un personnage secondaire dans sa grande et audacieuse nouvelle version. J'ai regardé l'horloge. 2h58 de l'après-midi. Il s'est penché en arrière, satisfait de lui-même, et a tourné son attention vers un document sur les exclusions de propriété intellectuelle. C'était comique. La clause de propriété intellectuelle qu'il n'arrêtait pas de sauter était exactement là où se trouvait la mèche. Mon avocat a tapoté son stylo. Personne n'a remarqué. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir faire une contre-proposition ? A dit Trevor, les lèvres retroussées. J'ai souri. Oh, je l'ai déjà fait. Où ? J'ai hoché la tête en direction de l'enveloppe. Il n'a pas regardé. Ils ne le font jamais avant qu'il ne soit trop tard. Une seule personne était devenue silencieuse au cours de la dernière demi-heure. Le stagiaire assis derrière eux, tapant des notes. Il n'arrêtait pas de me jeter des regards. Quelque chose dans ma façon de parler, trop calme, trop précise, l'avait interpellé. Ou peut-être était-il juste assez intelligent pour sentir que le temps allait tourner. Trevor a fait signe au stagiaire. Pouvez-vous m'apporter un soda du réfrigérateur ? Le gamin n'a pas bougé. Trevor a froncé les sourcils. 3h03 de l'après-midi. J'ai croisé les mains. Tout ce que vous essayez de prendre, ai-je dit, repose sur une hypothèse très spécifique. Ah oui ? A ricané Trevor. Et laquelle ? Que vous comprenez sur quoi vous êtes assis. Essayez-moi. Je n'ai pas répondu. Il ne savait pas que j'avais vu les messages internes de Slack, ceux où ils se vantaient d'avoir reconditionné mon code pour le lancement de leur nouveau produit. Il ne savait pas que j'avais déjà mis en copie cachée 2 de leurs investisseurs avec un document intitulé « Violation urgente de diligence raisonnable ». Et il ne savait certainement pas ce que signifiait la clause 7, mais il était sur le point de l'apprendre. Au moment où l'horloge indiquerait 3h17, il comprendrait tout et il ne rirait plus jamais comme ça. La première fois qu'elle a appelé ça un passe-temps de nerd, j'ai laissé passer. Nous étions encore mariés à l'époque, à peine. Elle était rentrée tard d'un événement de réseautage et avait vu le code défiler sur mon moniteur. « Tu joues toujours avec ce scrappeur de données ?» a-t-elle demandé, enlevant ses chaussures comme si la moquette l'ennuyait. « Tu es comme un adolescent d'âge moyen dans un sous-sol. » J'ai juste hoché la tête, fermé la fenêtre du terminal, les laissé croire que ce n'était rien. Ce que j'avais construit n'était pas tapa accent grave l'œil. Pas d'avatar d'intelligence artificielle ou de jargon de blockchain. C'était un petit moteur, sobre et brutal, qui récupérait, analysait et cartographiait les tendances de consommation plus rapidement que tout ce qui existait sur le marché libre. Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai licencié discrètement sous une société à responsabilité limitée du Delaware que personne ne pouvait retracer jusqu'à moi. J'ai signé exactement 3 contrats sur une période de 6 ans. Je n'ai jamais fait de bruit. Mais ce passe-temps s'est avéré être le fondement de son pitch de start-up 2 ans plus tard. Elle est rentrée un soir, rayonnante. Nous avons obtenu un financement de démarrage, a-t-elle dit. Ils adorent le modèle logique prédictif que j'ai construit. Je n'ai pas demandé quel modèle logique. Pas besoin. Je l'avais vu emprunter des phrases de mes notes. Une de ses présentations a même repris une ligne directement de ma documentation interne, les tendances n'attendent pas. Elle chuchote avant de crier. Cette ligne était la mienne. Elle l'était depuis des années. Elle était intelligente, mais pas de la manière qui compte. Elle pensait que si vous changiez les noms de fichiers, si vous refaisiez l'interface utilisateur, si vous ajustiez la police, cela devenait nouveau. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que le code n'est pas une apparence, c'est une signature, et la mienne avait des empreintes partout dans les entrailles de son produit. Au début, je n'ai rien dit. J'étais encore assez naïf pour penser qu'elle me donnerait du crédit, qu'elle mentionnerait peut-être d'où venait la logique de base dans une interview. Mais non, elle a continué à construire tout un récit de percée de fondatrice, avec des articles élogieux dans Fast Company et des brunchs d'investisseurs prêts pour Instagram. Pendant ce temps, le moteur sous sa façade polie était la même satanée chose dont elle s'était moquée des années auparavant. Et puis elle a rejoint le cabinet de Trevor. C'est là que j'ai su que je devais tout brûler, car à la seconde où son produit a été absorbé dans leur portefeuille, reconditionné et proposé à un sous-traitant de la défense, rien de moins,
ils ont déclenché quelque chose dont ils ignoraient même l'existence. Clause 5. Le changement de marque non autorisé constitue une violation de la licence. Clause 7. L'utilisation par l'employeur du conjoint révoque la licence dans son intégralité. Ils ont violé les deux. Par écrit, en public, dans des réunions enregistrées, des chaînes de courriels et des appels aux investisseurs. J'ai sorti la licence du tiroir. Elle était datée, poussiéreuse, mais hermétique. Un avocat m'avait dit un jour qu'elle était inutilement paranoïaque. Bien. Je l'avais construite pour un monde exactement comme celui-ci. À partir de là, je suis devenu silencieux, stratégique. J'ai rencontré quelqu'un de confiance, un avocat en propriété intellectuelle qui travaillait pour une grande maison de disques. C'était le genre de type qui pouvait vous poursuivre en justice sans que vous le sachiez avant l'arrivée de la 3e lettre. Nous avons passé 2 semaines à tracer l'empreinte du code volé. Il l'a trouvé intégré non seulement dans la source, mais aussi dans l'architecture de leur nouveau produit. Chaque fonctionnalité prédictive avait au moins un de mes arbres logiques originaux. Nous avons même trouvé un message Slack où Trevor écrivait « Tant que personne ne fouille dans la logique originale, tout va bien ». Celui-là est allé directement dans le dossier. Mais je ne voulais pas seulement un dédommagement. Je ne voulais pas négocier la propriété ou recevoir un chèque de 7 chiffres pour mon silence. Cela aurait signifié les laisser garder le trône qu'ils avaient volé. Non, je voulais une rupture. La ruine. Une rupture nette avec tout ce qu'ils avaient construit sur mon dos. Nous avons donc préparé l'option nucléaire, la clause couperet. Elle était enfouie dans la licence, page 14, paragraphe 6. Si elle était déclenchée, elle non seulement révoquait tous les droits d'utilisation, mais exigeait une notification à tous les utilisateurs tiers, investisseurs et fournisseurs dans les 24 heures, sous peine d'être considérés comme complices. Ce n'était pas une clause pénale. C'était un multiplicateur de menaces. Le déclencheur, un simple appel d'un dirigeant enregistré de la société Écran, moi. Mon avocat a fixé l'heure, 3h17 de l'après-midi. Pas au hasard, pas pour l'effet dramatique. Juste la minute où le marché boursier atteignait son plus bas pic de volatilité de l'après-midi, garantissant que le message passerait à travers le bruit lorsque nos avis en copie cachée arriveraient dans les boîtes de réception. J'ai répété ce que je dirais lors de l'appel, 11 secondes, pas plus, confirmation légale uniquement. Assez pour vérifier la révocation. Le reste tomberait comme des dominos. Trevor ne savait rien de tout cela. Il était assis en face de moi dans cette petite salle de conférence élégante, sirotant de l'eau pétillante et lançant des chiffres de règlement comme un animateur de jeu télévisé. Et chaque fois qu'il élevait la voix pour me couvrir, chaque fois qu'il me rejetait en tant que le mari, je vérifiais à nouveau l'horloge. Le compte à rebours n'était pas théâtral. Il était chirurgical. Il pensait qu'il s'agissait d'une pension alimentaire. Il n'avait aucune idée que toute la valorisation du cabinet reposait sur une colonne vertébrale volée. Et j'étais sur le point de la briser. Et le meilleur dans tout ça? Il rirait jusqu'au moment où ce téléphone sonnerait. Tout a commencé par un nom, un murmure en fait, transmis par un vieil ami qui s'occupait autrefois des acquisitions pour une entreprise du Fortune 100. Si tu es sérieux, a-t-il dit, tu dois parler à Reed Carrington. Il ne joue pas franc jeu, mais il joue proprement. S'il y a une structure cachée à démanteler, c'est lui qui sait où se trouvent les poutres. Reed n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de costume, pas d'assistant, pas de bureau en marbre, juste un bureau étroit au-dessus d'une laverie automatique en centre-ville et un mur de livres de droit avec trop d'onglets. Il m'a accueilli en jean et chemise en lin, pieds nus, sirotant un smoothie au curcuma qui ressemblait à du plâtre humide. « Vous êtes le mari » a-t-il dit d'un ton neutre. Parlons de levier. Je lui ai tendu le dossier manille. Il lui a fallu 3 minutes pour arrêter de le parcourir. « Vous avez construit ça » a-t-il demandé, tapotant la licence ligne par ligne. Et ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé, l'ont habillé et l'ont appelé totalement original. Il a gloussé, pas gentiment. Plutôt comme un homme qui regarde quelqu'un traverser en plein trafic. Ont-ils déposé des brevets? Des provisoires, ai-je dit, basés sur mon architecture. Il s'est penché en arrière et a regardé le plafond comme s'il parlait à Dieu. Jésus, ils sont plus bêtes que je ne le pensais. Les 10 jours suivants ont été une classe de maître en démolition légale. Nous avons commencé par les métadonnées, les historiques de version, les eurodatages,
les commis de projet. Mon ancienne base de code avait des empreintes digitales dans des endroits dont ils ignoraient même l'exposition. Une fonction de journalisation personnalisée que j'avais écrite en 2017 fonctionnait toujours sous un nom différent. Même signature, même faille logique que j'avais laissée par erreur. Cette faille, maintenant, c'était une preuve. Ensuite, nous sommes passés aux documents internes, capture d'écran, message Slack, prototype de conception. Un message du chef de produit disait « Nous devons juste changer l'interface et nettoyer toute superposition de sources. » Trevor dit que ça passera l'examen. J'ai surligné le mot « nettoyer », je l'ai envoyé à Reed. Il a ri pendant 5 secondes d'affilée. « Nettoyer implique qu'il y avait quelque chose de sale », a-t-il dit. C'est tout ce dont nous avons besoin. Plus nous creusions, plus il paraissait arrogant. Dans une présentation aux investisseurs de série B, Trevor avait cité une ligne directement du préambule de la licence, l'apprentissage adaptatif et la prédiction sans bruit. C'était ma phrase. Je l'ai écrite dans un café il y a 6 ans avec une migraine et sans sommeil. Et maintenant, c'était une diapositive entre 2 photos de développeurs souriants, dont aucun n'avait jamais touché un compilateur. Reed a construit le dossier comme un sniper construisant un nid, silencieux, froid, chirurgical. C'est plus qu'une violation, a-t-il dit. C'est une fraude coordonnée, et avec le bon déclencheur, nous ne les frappons pas seulement, nous effondrons le toit. C'est alors qu'il m'a parlé de la clause couperet. Peu de gens les utilisent. Elles sont rares, brutales et nécessitent un timing incroyable. Essentiellement un protocole d'autodestruction enfoui dans un accord de licence, déclenché non pas par l'utilisation mais par une mauvaise utilisation liée à un exploit tiers. Dans notre cas, l'employeur de ma femme, le cabinet de Trevor. La clause était comme une mine terrestre légale. Elle n'explosait pas quand il marchait dessus. Elle explosait quand il construisait un manoir dessus et donnait une conférence TED sur l'aménagement paysager. La clause couperet avait 4 composantes, révocation immédiate de tous les droits d'utilisation ou de distribution de la base de code, notification obligatoire à tous les investisseurs et partenaires commerciaux connus. Dépôt automatique d'un avis de violation auprès des organismes de réglementation compétents, et litige facultatif en attente d'examen des dommages fixés de manière prudente à 9,8 millions de dollars. Et le meilleur ? Je n'avais pas besoin de les poursuivre en justice pour les ruiner. La clause s'occupait de la démolition pour moi. Dès que le déclencheur était confirmé par un appel, un horodatage et une signature numérique, les obligations s'activaient. Et Reed avait déjà programmé les courriels automatiques, les horodatages de dépôt, les notifications aux investisseurs. Le timing comptait. Nous avons choisi 3h17 de l'après-midi car c'est à ce moment-là que le cycle de relations publiques technologiques de la côte ouest ralentit entre les briefings quotidiens. Cela arriverait dans les boîtes de réception quand les gens étaient encore à leur bureau, mais trop tard pour concocter un communiqué de presse. Trop tard pour mentir. Tout était programmé à la seconde près. Reed a même payé un supplément pour alerter un contact presse d'un blog technologique afin de publier un titre aguicheur dès que les dépôts deviendraient publics. Cela ressemblerait à une nouvelle. C'était une nouvelle. Mais pour Trevor et ma femme, cela ressemblerait à une trappe s'ouvrant sous leurs pieds en temps réel. Alors que nous finalisions le dossier, Reed m'a regardé de l'autre côté de son bureau. « Vous êtes sûr de ça ?» a-t-il demandé. Parce qu'une fois que nous aurons retiré la goupille, il n'y aura pas d'accord de non-divulgation, pas de retour en arrière. Cela ne leur coûtera pas seulement de l'argent. Cela les marquera dans toute l'industrie. J'ai fixé le dossier noir devant moi. Ils m'ont utilisé, ai-je dit, m'ont traité comme une pièce de rechange stupide. Et maintenant, ils entrent dans une salle de conseil construite sur des fondations volées. Alors, rendons-leur l'appareil, a dit Reed et il a verrouillé le dossier. Le lendemain, nous avons fixé l'heure de déclenchement. Pas un mot à personne. Pas même à mon propre avocat. Pas encore. Le jeu ne consistait pas à intimider. Il ne s'agissait même pas de vengeance. Il s'agissait de précision. Ils pensaient comprendre les contrats. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient assis sur un engin explosif en marche. À la dernière heure, ils ne faisaient même plus semblant d'être civilisés. Votre demande de valorisation est absurde, a dit Trevor, tournant la page comme s'il chassait une mouche. Je veux dire, je savais que vous étiez délirant, mais ça. C'est insultant pour le processus. Ma femme a poussé un soupir ennuyé.
Pouvons-nous simplement accélérer la division de la maison? Nous savons tous les deux qu'il ne peut pas se permettre l'entretien. Laissez-le prendre les outils de jardin. Même le parajuriste a laissé échapper un souffle silencieux qui était dangereusement proche d'un gloussement. Je suis resté assis, les mains croisées, un pouce reposant doucement sur le bord de l'enveloppe scellée, que Trevor n'avait toujours pas touchée. Elle reposait entre nous comme un apéritif oublié, sans importance, ignoré. Juste du papier, n'est-ce pas? Il ne savait pas que cela avait déjà commencé. Que de l'autre côté de la ville, dans 3 bâtiments différents, 3 boîtes de réception distinctes venaient de recevoir une préalerte, bulletin de conformité mis à jour. Révocation de la base de code 7. Veuillez attendre la confirmation. Il ne restait plus qu'un dernier interrupteur, un dernier signal. Quelque chose d'autre à ajouter, partenaire silencieux. A demandé Trevor, se penchant en arrière sur sa chaise avec l'arrogance détendue d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tourné la tête lentement, délibérément, vers l'horloge analogique sur le mur. 3h16 de l'après-midi. Il a suivi mon regard, puis a haussé un sourcil. Oh, a-t-il dit théâtralement, levant son poignet et secouant sa Rolex d'un air moqueur. J'ai dû oublier de la remonter. Ou peut-être que Cendrillon ici se retransforme en homme à minuit. Rire à nouveau, bas et grinçant. Ma femme a souri d'un air suffisant comme si elle essayait de ne pas montrer à quel point cela lui faisait du bien de m'humilier aussi complètement. Et puis j'ai souri. Pas forcé, pas en colère. Le genre de sourire qu'un homme fait quand les résultats du test sont déjà dans sa main et que tout le monde spécule encore. Trevor l'a remarqué, juste une lueur de confusion dans ses yeux. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais s'est arrêté. Quelque chose a changé dans la pièce. L'air peut-être, ou peut-être juste l'instinct. Ce picotement primal à l'arrière du cerveau quand on réalise que quelque chose ne va pas. Pas bruyamment, silencieusement. Comme le bruit d'un réfrigérateur qui s'arrête en milieu de cycle, comme un silence qui ne devrait pas être là. Ma femme s'est redressée. Elle ne savait pas pourquoi. Ses yeux allaient de moi à l'horloge et à son avocat. 3h16 et ça continue. Trevor a cligné des yeux et s'est penché à nouveau en avant, cette fois avec un peu moins d'arrogance dans la voix. Écoutez, a-t-il dit, adoucissant son ton comme s'il me faisait une faveur. Pourquoi ne pas arrêter le drame et nous concentrer sur les chiffres? Vous voulez l'appartement? D'accord, mais soyons raisonnables. J'ai penché la tête. Vous pensez qu'il s'agit d'un appartement? Ses lèvres se sont pressées en une ligne plate. C'est à ce moment-là que le stagiaire derrière eux, le même gamin qui était resté silencieux tout le temps, a accidentellement donné un coup de pied dans sa mallette sous la table. Elle a heurté le pied de sa chaise avec un bruit sourd. Tout le monde a sursauté. Personne n'a ri. Trevor a redressé sa cravate. Pourquoi êtes-vous si calme? A-t-il demandé. 3h16 et 32 secondes. Mon avocat a regardé sa montre. Pas l'horloge sur le mur. Pas son téléphone. Une vraie montre-bracelet synchronisée. Il l'a fait comme un homme vérifiant un tableau des marées. La voix de Trevor a perdu juste un degré de certitude. C'est une sorte de coup monté? Je l'ai regardé, pas d'un air suffisant, même pas froidement, comme un homme regardant la corde se rompre fil par fil. Vous devriez vraiment ouvrir l'enveloppe, ai-je dit doucement. Il l'a fixée, a fait une pause, puis a ricané. Plus tard. Le stagiaire avait l'air de retenir son souffle. Ma femme a croisé les bras, son pied tapotant maintenant, subtil, anxieux. Peut-être qu'elle sentait aussi le changement, même si elle ne l'admettrait jamais. Pour elle, le contrôle était un parfum. Elle ne remarquait son absence que lorsque l'air sentait différemment. 3h16 et 50 secondes. Un téléphone a vibré sur la table, pas celui de Trevor. Le mien. Je n'y ai pas touché. C'était le signal de confirmation. Tout était en file d'attente. Courriel verrouillé dans le temps, dépôts légaux authentifiés, chaque document chargé sur le portail des investisseurs avec une balise de déclenchement qui disait « Ne pas ouvrir avant réception du signal 3h-17h normal de l'Est ». Trevor a finalement tendu la main vers l'enveloppe. Ses doigts ont plané au-dessus. 3h16 et 58. 2 secondes, puis une. Et puis son téléphone s'est allumé. 3h17 de l'après-midi.
Le tic-tac numérique a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Juste un chiffre qui basculait sur l'horloge murale, et soudain la pièce était faite de verre. Le souffle de tout le monde s'est coupé à mi-inspiration. Puis le son. BZZ. BZZ. Le téléphone de Trevor s'est allumé sur la table. Juste un appelant inconnu générique en texte blanc sur fond noir. Il a souri d'un air suffisant. Ça y est, a-t-il dit, comme si c'était une mauvaise blague qui arrivait enfin à son terme. C'est là que j'apprends que vous avez un cousin dans le crime organisé ou quelque chose comme ça. Personne n'a ri cette fois. Il a répondu sur haut-parleur, pensant probablement que ce serait une menace pathétique dont il pourrait se moquer devant la pièce. C'était son réglage par défaut, le contrôle performatif. Mais ensuite, il s'est figé. Personne d'autre ne pouvait entendre la voix. Juste lui. Juste cette phrase livrée d'un ton plat et froid par le robot de conformité légale que Reed avait entraîné pour ce moment précis. Généré par intelligence artificielle, verrouillé dans le temps, intraçable. Conformément à la clause 7 de l'accord de licence X5 à 0021, à compter de 3h17 de l'après-midi, heure de l'Est, tous les droits d'utilisation de la base de code 7 sont par la présente révoqués. Les investisseurs, les fournisseurs et les organismes de réglementation ont été notifiés. L'utilisation continue constitue une violation de niveau criminel. Cet appel est enregistré et archivé conformément au protocole. 11 secondes. Pas plus. Trevor n'a pas parlé. Il n'a pas interrompu. Il est juste resté assis là, rigide, ses yeux fixés sur rien, la bouche bée comme si quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dans la gorge. Le sourire suffisant qu'il avait arboré toute la journée ne s'est pas effacé. Il s'est brisé. L'appel s'est terminé par un clic doux. Il a baissé le téléphone lentement, comme s'il n'était pas sûr que ce soit réel. Et puis, à peine audible, il a murmuré, « Qui ? Qui êtes-vous » Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, par stratégie. Quand un homme comme Trevor pose cette question, ce qu'il demande vraiment, c'est « Comment ai-je pu manquer ça ?» Ce dont il a vraiment peur, ce n'est pas qui vous êtes. C'est ce que vous pourriez savoir d'autre, ce que vous auriez pu faire d'autre. Ma femme nous a regardés, visiblement confuse. Qu'est-ce que c'était que ça? Trevor n'a pas répondu. Elle a répété, plus fort. Trevor, qu'est-ce que c'était que cet appel? Il n'a pas bougé. Ses mains, si stables et performatives tout l'après-midi, ont commencé à trembler. Pas à trembler, à frémir, comme si les nerfs étaient en court-circuit, comme si son corps avait compris la vérité avant son esprit. Il m'a finalement regardé, mais cette fois, ce n'était pas avec arrogance. C'était comme un homme voyant une forme dans les bois et réalisant que ce n'est pas un arbre, pas une ombre, mais quelque chose avec des yeux et des dents. Vous avez monté ça? Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé fixement comme un miroir. Le silence s'est déversé dans la pièce comme du béton. Le stagiaire avait complètement arrêté de taper. Mon avocat était assis, immobile. Même ma femme, si suffisante il y a une heure, se penchait maintenant en avant, soudainement alerte, alerte comme un cerf juste avant de s'enfuir. Trevor s'est éclairci la gorge, a essayé de retrouver une version de lui-même. Ce n'est pas contraignant. C'est juste une tactique d'intimidation. Puis l'ordinateur portable du stagiaire a sonné. Il a baissé les yeux, a plissé les yeux vers l'écran, et son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est? A lancé Trevor. Le gamin a tourné l'ordinateur portable vers lui, les mains tremblant légèrement. Un nouveau courriel d'un responsable de la conformité d'un capital risqueur. Ligne d'objet en majuscule, violation urgente de la base DE code. Financement gelé en attente de clarification. Trevor n'a pas respiré. Son pouce a plané au-dessus de l'écran comme s'il pouvait en quelque sorte annuler ce qui venait d'arriver. Ma femme a attrapé son bras. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Trevor s'est levé, a renversé sa chaise sans s'en rendre compte. L'homme qui avait passé toute la journée à parader, à dominer, à parler par-dessus moi, semblait soudain plus petit. Espèce de salaud, a-t-il dit. Pas fort, pas en colère, juste stupéfait. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, il n'a pas répondu. Il a juste regardé l'enveloppe, toujours scellée. Toujours là.
Celle que je lui avais dit d'ouvrir à 3h18. Il ne l'a pas prise. Il a pris son manteau et a quitté la pièce sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière Trevor comme un coup de feu étouffé par du velours. Ma femme, à moitié debout, le regardait partir, les lèvres entr'ouvertes dans une confusion silencieuse. Puis elle s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai regardé mon avocat, Thomas Grant, le seul autre homme dans la pièce qui n'avait même pas cligné des yeux pendant les 60 dernières secondes d'implosion. Il a hoché la tête comme si nous avions atteint un point de contrôle sur une carte que nous seuls avions vue. Puis il s'est éclairci la gorge et a dit calmement, « Puis-je vous suggérer de lire ce que nous avons apporté aujourd'hui ?» L'enveloppe. Elle était restée intacte sur la table pendant près de 2 heures. Ignorée, rejetée, comme l'homme qui l'avait apportée. Maintenant, c'était l'objet le plus bruyant de la pièce. Ma femme a froncé les sourcils. Cette enveloppe? C'est quoi ce théâtre? Thomas l'a fait glisser sur la table. C'est ce que vous pourriez appeler le contexte. Elle l'a arraché comme si elle s'attendait à y trouver des reçus ou des menaces ou un ultime appel à la pertinence. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'est un paquet de documents soigneusement agrafés. Pas de drame, pas de couleur, juste de l'encre, de la précision et des conséquences. La première page, avis de révocation immédiate, accord de licence X5 à 00021. Elle a cligné des yeux, a balayé du regard, puis a tourné la page. Avis de saisie imminente des actifs, conformément à la clause 12 de la loi sur la protection de la propriété intellectuelle 64B. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? A-t-elle marmonné, les yeux plissés. Tourne. Notification en copie cachée. 17 entités listées. Chacune d'entre elles étant un investisseur, un partenaire ou un bénéficiaire de la licence de la base de code qui soutenait actuellement le cabinet sur lequel elle avait bâti sa carrière. Chacune d'entre elles déjà notifiée. Chacune d'entre elles reconsidérant maintenant son implication. Elle a regardé la liste comme si elle pouvait se réorganiser d'elle-même. Ce ne fut pas le cas. Puis elle a atteint la dernière page. C'est là que son visage a commencé à changer. Elle n'a pas haleté, ni pleuré, ni jeté les papiers. Elle a cessé de bouger. Tout en bas de la dernière page, en caractères rouges d'une taille ne dépassant pas 10 points, toute utilisation ultérieure après 3h17 de l'après-midi constitue une violation de niveau criminel. Vous êtes actuellement en infraction. Ses mains se sont mises à trembler. Elle m'a regardé, non pas avec colère, mais avec la première fissure d'une peur authentique. Ce n'est pas exécutoire, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu son ancrage. Thomas a calmement ajusté sa cravate. Cette clause a été testée dans le district sud l'année dernière. Confirmée à l'unanimité. Le précédent fait foi. C'est une médiation de divorce, a-t-elle lancé sèchement. Vous ne pouvez pas simplement larguer une bombe nucléaire de propriété intellectuelle fédérale dans une procédure de divorce. Thomas a penché la tête. Il n'est pas seulement votre mari. Il a laissé les mots en suspens. Et à ce moment-là, elle l'a enfin vu. Pas l'homme qui oubliait les anniversaires. Pas l'homme qui ne se dépassait pas, ne publiait pas de photos de couple parfaite ou n'essayait pas de suivre son style de vie à la saveur de LinkedIn. Elle a vu l'homme qui a construit quelque chose tranquillement, l'a protégé légalement, et a attendu des années pour être sous-estimé par exactement les mauvaises personnes, puis a attendu plus longtemps pour frapper. Je ne savais pas, a-t-elle dit, la voix presque faible. Trevor, je veux dire, il a dit que le produit était sûr, qu'il était propre. Je n'ai rien dit. Laissez-la le sentir. Laissez-la s'y installer. L'idée qu'elle avait aidé à voler quelque chose à un homme qu'elle pensait pouvoir effacer. Et maintenant, ce vol revenait avec des intérêts et des dents légales. Ses mains ont de nouveau parcouru les pages, plus lentement maintenant, comme si elle essayait de trouver la partie où il était écrit « Je plaisante ». Mais ce n'était pas là. Au lieu de cela, à mi-chemin du classeur, elle a trouvé le détail des obligations des investisseurs, ce que chacun perdrait si le produit était gelé, combien d'argent elle leur avait coûté. Combien de portes dérobées elle et Trevor avaient laissées ouvertes en pensant que je resterais silencieux pour toujours. S'il vous plaît, dites-moi que cela peut être annulé, a-t-elle dit, ne regardant même plus son avocat. Thomas a ouvert sa mallette et en a sorti une deuxième enveloppe, plus fine.
Il l'a placée à côté d'elle. Ceci est votre proposition de règlement mise à jour. Monsieur Caldwell ne demande plus d'actifs partagés. Seulement une séparation complète, pas de résidus, pas de participation, pas de réclamation rétroactive. Elle l'a regardé fixement. Où est le piège? A-t-elle demandé. Pas de piège, ai-je dit. Elle m'a de nouveau regardé. Vraiment regardé. Et cette fois, je n'ai pas souri. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je dit. Je suis ici pour que la vérité soit classée dans le bon tiroir. Ses épaules se sont affaissées. Elle a finalement compris. Il ne s'agissait pas de lui faire du mal. Il s'agissait de l'enlever définitivement, tranquillement, comme une ligne de code supprimée de la racine. Et elle savait que si je pouvais faire ça sans élever la voix, qu'avais-je préparé d'autre? Que avais-je déjà mis en mouvement? Trevor n'a même pas atteint l'ascenseur avant que la première vraie secousse ne frappe. J'ai regardé à travers la paroi de verre de la salle de médiation alors qu'il se tenait dans le couloir, le téléphone portable si serré contre son oreille qu'il semblait fusionner à son visage. Ses épaules étaient maintenant voûtées. Plus de fanfaronnade. Plus de domination performative. Juste un homme se préparant à un impact qui avait déjà commencé. 3 secondes après le début de l'appel, il a commencé à faire les 100 pas. À la 7e, il s'est arrêté complètement, le dos raide, une main agrippant son front. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je connaissais déjà l'ordre des opérations car j'avais écrit le manuel qu'ils essayaient maintenant de survivre. La clause couperet n'a pas seulement révoqué le code. Elle a eu un effet de cascade. Le courriel qui avait été envoyé à 3h17 n'était pas un simple avis. Il contenait une logique de transfert automatique qui envoyait des avis de conformité déclenchés à toutes les parties connectées. Cela signifiait non seulement les investisseurs, mais aussi leurs équipes juridiques, leurs assureurs et, dans 3 cas spécifiques, les sous-traitants du gouvernement ayant des obligations de surveillance. Le cabinet de Trevor avait pris le code, l'avait enveloppé dans une nouvelle image de marque brillante, puis l'avait vendu comme une plateforme prédictive de qualité défense. Cette dernière partie était leur erreur. Une fois que les responsables de la conformité du gouvernement ont été notifiés, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont d'abord tout arrêté, puis ont demandé plus tard. À 3h45 de l'après-midi, les courriels affluaient. Un haut conseiller général de l'Oxley Venture, pouvez-vous confirmer votre exposition à la base de code 7 avant l'horodatage de la révocation? Un autre à Aldetech Systems, votre partenaire d'approvisionnement a été signalé dans un litige de révocation de propriété intellectuelle. Nous recommandons de suspendre l'intégration. Le téléphone de mon avocat a vibré. Il a vérifié l'écran, a hoché la tête, puis l'a mis en sourdine. Il commence, a-t-il dit simplement. Trevor est revenu en trompe dans la pièce, le visage rouge, la respiration courte. Il ne s'est même pas assis. Vous devez annuler ça, a-t-il lancé. Tout de suite. Retirez les dépôts. Révocation de la révocation. Je me suis tourné vers lui, calme comme toujours. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sa voix s'est brisée. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur de ce que vous venez de déclencher. Je me suis levé, j'ai lentement boutonné ma veste et je l'ai regardé dans les yeux. Vous avez raison, ai-je dit. Je ne connais pas toute l'ampleur, mais j'en sais assez. Il a de nouveau ouvert la bouche, mais son téléphone a sonné avant qu'il ne puisse parler. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, a lu ce qui était écrit, et son visage s'est vidé du peu de couleur qui lui restait. Il a répondu instinctivement, les yeux dans le vide. Non, nous. C'est un malentendu. Nous nous en occupons. Le service juridique y travaille. Il s'est arrêté en pleine phrase, a écouté, puis a baissé le téléphone comme s'il était devenu chaud dans sa main. Le son d'une notification Slack a retenti sur l'ordinateur portable du stagiaire. Puis une autre, et une autre. Puis le silence. Trevor, a dit ma femme doucement. Elle était maintenant debout aussi, incertaine. Qu'est-ce qui se passe? Il ne lui a pas répondu, ne l'a même pas regardé. Au lieu de cela, il s'est tourné vers mon avocat. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Il y en avait un, a dit Thomas. Ça s'appelait l'humilité. Vous l'avez manqué. Trevor a reculé d'un pas comme s'il avait été frappé. Je n'ai pas pris la peine de jubiler. À quoi bon?
Je n'étais pas là pour gagner. Cela aurait impliqué que je voulais encore quelque chose d'eux. J'étais là pour couper les ponts. À 4h20 de l'après-midi, l'équipe juridique du cabinet avait envoyé une demande de cessation des opérations à leur département de développement. Le directeur de la technologie a démissionné ce soir-là après avoir découvert que la chaîne de production avait été signalée pour audit par 3 entités de conformité distinctes. À 4h37, un journaliste technologique bien connu a posté le tweet qui a tout fait basculer, urgent, violation majeure de licence dans une start-up d'intelligence artificielle liée à un moteur prédictif volé, poursuite en cours. Des sources disent que tout est contaminé. L'article a été publié sur LinkedIn 20 minutes plus tard. À 5h de l'après-midi, leur plus gros client, une société d'analyse logistique ayant des contrats avec le gouvernement, a officiellement suspendu toute intégration avec la société de Trevor en attendant une enquête complète. Et moi? J'étais déjà sur le chemin du retour, une main sur le volant, l'autre reposant sur la coudoir, les fenêtres baissées, l'air frais. La ville autour de moi, intacte de l'implosion que j'avais laissée derrière moi. Je n'écoutais pas de musique, ne prenais pas d'appel, n'en avais pas besoin. Derrière moi, les gratte-ciel étaient toujours debout. Mais à l'intérieur, tout avait déjà commencé à s'effondrer. Pas avec une explosion, mais avec un claquement silencieux et méthodique de chaque poutre qui soutenait leur empire. Trevor pensait que j'étais un homme brisé qui n'avait plus rien à perdre. Il avait tort. J'étais un bâtisseur. Et aujourd'hui, j'ai simplement construit leur fin. C'était presque le crépuscule quand elle m'a trouvé. Je m'étais garé à l'extrême bord du parking du centre de médiation, sous un érable étendu où personne d'autre n'avait osé aller. Ma voiture était vieille mais propre, peinture délavée, moteur silencieux, tout entretenu par habitude plutôt que par fierté. Le genre de voiture que personne ne remarque. Elle a remarqué maintenant. Je l'ai vue d'abord dans le rétroviseur latéral, se dirigeant vers moi d'un pas furieux avec des talons qui n'avaient jamais touché de gravier auparavant, agitant quelque chose dans sa main. Cela ressemblait au paquet de tout à l'heure. Froissé maintenant, plissé et plié au coin, tout comme sa voix quand elle a ouvert la bouche. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé. Le blazer légèrement de travers, ses cheveux crépus à force de faire les 100 pas, la confiance réduite à des nerfs à vif et des traces de mascara. Elle s'est arrêtée à 2 pieds de la portière du conducteur. Elle m'a regardé fixement comme si elle s'attendait à ce que je recule. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai posé une question, a-t-elle sifflé? J'ai rencontré son regard. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de regarder la femme que j'avais épousée. Je regardais le produit qu'elle était devenue. La biographie LinkedIn soignée, la répartie de cocktails, celle qui a remplacé la conversation par des slogans, l'authenticité par l'apparence, le mariage par la stratégie. Tu m'as utilisé, ai-je dit doucement, tu t'es moqué de moi. Maintenant tu poses des questions. Elle a cligné des yeux. Non, Trevor. Il m'a dit que c'était sûr, que la propriété intellectuelle était propre. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, l'a refermée. Puis est venu le pivot. Je l'ai vu venir. Je l'avais regardé le répéter sur des clients, des amis, des étrangers qui n'avaient pas cru à son récit la première fois. Les yeux écarquillés, la voix adoucie. Écoute, nous étions juste en train de construire quelque chose, a-t-elle dit. Ça a été compliqué, mais ce n'était pas personnel. J'ai souri doucement. C'est la chose la plus personnelle que tu aurais pu dire. Elle a regardé autour du parking comme si quelqu'un pouvait apparaître pour la soutenir. Personne ne l'a fait. Puis est venue la tactique suivante, la culpabilité. Après tout ce que nous avons traversé, a-t-elle demandé, tu ferais exploser ma vie pourquoi? Un stupide code? Un accord de licence? Je me suis appuyé contre la voiture, j'ai croisé les bras. Non, pas pour le code. Pas même pour la trahison. Pour l'hypothèse. Celle où tu as décidé que je ne me défendrais jamais. Que je partirais tranquillement. Que j'étais déjà effacé. Le silence s'est étiré entre nous. Une voiture est passée sur la route principale derrière elle. Elle n'a même pas sourcillé. Puis, dernière ruse, les larmes. Elles ont monté juste derrière ses yeux. Réelles ou simulées, cela n'avait plus d'importance.
Elles arrivaient trop tard de toute façon. Dis-moi que ce n'est pas permanent, a-t-elle murmuré. J'ai ouvert la portière. Ce n'est pas le cas, ai-je dit en glissant sur le siège du conducteur. Le coup à la réputation ne durera qu'une éternité. Les dommages et intérêts légaux, juste 10 ans. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. J'ai démarré le moteur. Attends, a-t-elle dit, sa voix se brisant maintenant. Nous pouvons arranger ça. Peut-être que si tu parles simplement aux investisseurs, que tu expliques que c'était un malentendu. Que? J'ai fermé la porte, j'ai baissé la vitre à mi-hauteur. Tu te souviens de ce dîner l'année dernière? Ai-je demandé. Quand tu as dit à tes amis que j'étais gentil mais obsolète? Sa bouche s'est ouverte. Non, ce n'est pas grave, ai-je dit. Je n'ai pas oublié. Puis j'ai passé une vitesse et alors que la voiture s'éloignait doucement, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle était juste là, seule, tenant toujours l'enveloppe froissée comme si elle pouvait se réécrire si elle la fixait assez fort. La dernière chose que j'ai vue avant de tourner le coin, ses épaules qui s'affaissaient. Pas d'épuisement, de réalisation. Pas seulement que c'était fini, mais que ça n'avait jamais été un jeu. Et je n'avais jamais été l'idiot. Trevor est entré au bureau le lendemain matin comme un homme essayant d'échapper à un glas funèbre. Il a abandonné la cravate. La veste était froissée, le col de la chemise mal aligné. Il ne portait pas de mallette, juste son téléphone, serré comme une bouée de sauvetage, l'écran maculé d'empreintes de pouces d'une nuit blanche de gestion de crise. Ses yeux ont balayé le hall à la recherche de reconnaissance, de réconfort, d'alliés. Personne n'a levé les yeux. La réceptionniste a fait semblant de ne pas le voir. L'associé junior au bureau du fond est soudainement devenu très investi dans une feuille de calcul. Même le gars de l'informatique, celui qui faisait toujours une blague sur la Rolex de Trevor, a hoché la tête en silence et s'est éloigné. Il a appuyé 3 fois sur le bouton de l'ascenseur. Il est arrivé vide. La montée a semblé plus longue que d'habitude. À l'étage, le plateau qui pulsait autrefois de productivité bourdonnait maintenant d'une fréquence différente, énergie nerveuse, voix basse, écran légèrement détourné de lui. Quelqu'un a raccroché un appel en pleine phrase quand il est passé devant leur bureau. Personne n'a souri. Il a ouvert la porte vitrée de la salle de conférence, son ancien royaume, et a trouvé 2 membres du conseil d'administration déjà à l'intérieur en appel Zoom. Le genre d'appel où les caméras sont éteintes et où personne ne se présente. Le genre où les avocats se cachent silencieusement en arrière-plan. Il s'est éclairci la gorge. Personne ne l'a reconnu. Une femme qu'il ne reconnaissait pas était assise au fond, tapant furieusement. Conformité peut-être, ou audit interne. Quel que soit son titre, elle n'a pas non plus levé les yeux. Il est entré dans son bureau. Les lumières ne se sont pas allumées automatiquement. Son assistante n'était pas à son bureau. Il y avait un post-it à sa place qui disait « Travail à distance aujourd'hui ». Il s'est assis quand même, a allumé le moniteur et a essayé d'accéder à son tableau de bord. Accès refusé. Il a réessayé. Même résultat. Il a décroché le téléphone pour appeler le directeur de la technologie. Pas de réponse. Il a appelé le directeur financier, messagerie vocale. Il a essayé le chef du service juridique, tonalité occupée. Ce n'est que 20 minutes plus tard, lorsqu'un courriel est arrivé sur son téléphone personnel, que le dernier clou a été enfoncé. Objet, démission formelle. Trevor, à la lumière des événements d'hier, je démissionne avec effet immédiat. Je vous recommande vivement de faire de même. Le conseil d'administration a déjà prévu un vote. Ne venez pas demain. Je suis désolé. Michelle. Michelle était la directrice financière. Ils avaient dîné ensemble il y a 3 soirs. Elle avait porté un toast au lancement du produit. L'avait appelé une machine. Maintenant, elle ne prenait plus ses appels. À midi, le canal Slack du cabinet avait été inondé de déclarations de conformité obligatoires. Des mots-clés comme suspension, révoqué, exposition et ou audit SEC s'allumaient comme un rapport de scène de crime. Il a essayé d'appeler sa femme. Pas de réponse. Elle a finalement répondu par texto, 4 mots, nous devons parler. À 2h13 de l'après-midi, un parajuriste de l'un de leurs premiers investisseurs a déposé une plainte officielle au tribunal civil, fausse déclaration intentionnelle de la propriété du code.
À 3h40 de l'après-midi, un deuxième article est tombé. Celui-ci avait un titre qui brûlait, « La coqueluche de la technologie prédictive implose après un scandale de vol de propriété intellectuelle. Le quai fondateur sous surveillance ». L'article ne mentionnait pas son nom directement, mais il me citait. Pas par mon nom complet, juste une seule phrase d'un dépôt antérieur qui avait maintenant fuité. Il pensait que le silence était synonyme de reddition. Ce n'était pas le cas. Trevor n'a pas quitté le bureau cette nuit-là. On lui a demandé de le faire. Un responsable de la sécurité est arrivé à 5h17 de l'après-midi. 2 minutes complètes avant la clôture du marché. Décision du conseil d'administration, a-t-il dit d'un ton neutre. Je vous donne 10 minutes pour récupérer tout ce qui est personnel. Trevor n'a pas discuté, n'a pas protesté. Il a rassemblé son téléphone, son chargeur de secours, un stylo plume et une barre protéinée à moitié mangée du tiroir du bureau. Tout le reste serait mis en boîte et envoyé par la poste. Il n'a pas demandé où l'envoyer. Au moment où il s'est enregistré à l'hôtel, une suite hors de prix en centre-ville qu'il avait l'habitude de mépriser pour être trop moyenne gamme, son nom avait déjà disparu de la page à propos de l'entreprise. Pas de citation de presse, pas de biographie, pas même une balise d'emploi LinkedIn. Nettoyé comme un virus. Il s'est assis seul dans le bar sombre cette nuit-là, a commandé un bourbon, puis un autre, puis quelque chose de plus fort qu'il ne pouvait pas prononcer. Le barman a hoché la tête, a versé et est passé à autre chose. Personne ne lui a demandé ce qu'il faisait. Personne ne l'a reconnu. Il est resté assis là, les mains enroulées autour du verre, les yeux dans le vide, rejoint un moment encore et encore dans sa tête. La voix, l'appel. 11 secondes d'enfer juridique enveloppé dans un calme total. Votre téléphone sonnera à 3h17 de l'après-midi. Il n'y avait pas cru à l'époque. Il y croyait maintenant. Et dans ce bar d'hôtel, sous le bruit des vies des autres qui avançaient, Trevor Caldwell a finalement entendu à quoi ressemblait son silence. La salle de conférence cette fois était beaucoup plus petite. Pas de mur de verre, pas de chaises chromées, pas de décor suffisant conçu pour impressionner les investisseurs en visite. Juste une longue table en chêne, une cafetière bon marché et une horloge silencieuse qui tournait au-dessus d'un thermostat qui ne semblait pas fonctionner. 2 semaines s'étaient écoulées. Assez de temps pour que la tempête médiatique déferle, s'écrase et se transforme en conséquences à long terme. Assez de temps pour que le cabinet de Trevor suspende ses activités, pour que les poursuites s'empilent comme du bois de chauffage, et pour que le monde passe à autre chose, à l'exception des personnes encore ensevelies dessous. Aujourd'hui, c'était le nettoyage, les résidus juridiques, l'arbitrage privé. Pas de presse. Juste un médiateur, 2 avocats et les fantômes de chaque choix qui les avait conduits ici. Ma femme était assise en face de moi, le blazer boutonné trop serré. Une expression neutre répétée devant un miroir. Trevor était de nouveau à côté d'elle, mais cette fois son costume était froissé et la cravate semblait avoir été pêchée dans le coffre de sa voiture. Pas d'ordinateur portable, pas de bloc-notes, pas d'arrogance. Juste un homme espérant rester intact. Le médiateur, une femme à la voix douce avec des lunettes à monture en corne et des yeux fatigués, a ouvert le dossier entre nous. Monsieur Caldwell a refusé toute restitution financière, a-t-elle dit. Aucun dommage et intérêt demandé. Aucune réclamation rétroactive. La tête de Trevor s'est relevée d'un coup. Il n'avait pas été briefé. Vous ne demandez rien. A-t-il dit, méfiant. Je ne l'ai pas regardé. Le médiateur a continué. Il ne demande qu'une seule chose. La séparation complète de tous les actifs partagés, une séparation nette, pas d'enchevêtrement, pas de réclamation supplémentaire ou de lien résiduel. Ma femme m'a alors regardé, non pas avec colère, mais avec une sorte de perplexité meurtrie. Tu t'en vas après tout ça? Je suis déjà parti, ai-je dit. Ce n'est que la paperasse qui rattrape. Trevor s'est penché en avant, sa voix rauque maintenant. Pourquoi ne pas viser la jugulaire? Vous auriez pu nous ruiner complètement. J'ai rencontré ses yeux. Enfin. Il a reculé. Et c'est là que j'ai compris la vraie victoire. Pas que j'ai détruit sa société. Pas que la SEC tournait toujours autour. Pas même que son nom soit devenu synonyme d'imprudence d'entreprise. La vraie victoire, c'est qu'il avait peur de moi maintenant parce qu'il ne savait pas ce que j'avais construit d'autre, ce que j'avais préparé d'autre, ce que j'étais prêt à attendre.
Il ne savait que ce que j'avais déjà fait, et c'était suffisant pour le faire rester assis et se taire. Le médiateur a jeté un coup d'œil entre nous. Les deux parties acceptent-elles la division finale proposée? Mon avocat a fait un léger signe de tête. Le sien aussi. Trevor n'a pas bougé, il a juste fixé la table comme si elle pouvait l'avaler. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste, j'ai pris le stylo, j'ai signé, puis je me suis tourné pour partir. Mais juste avant d'atteindre la porte, je me suis arrêté, j'ai tourné légèrement la tête, même pas assez pour les voir entièrement. Juste assez pour que la pièce doive écouter. 3h17, ce n'était pas à propos de l'appel, ai-je dit. C'était à propos de la leçon. Et puis je suis sorti. Pas d'applaudissements, pas de discours, pas de marteau. Juste le silence. Le genre qui ne finit pas. Parce que quand vous démantelez une vie tranquillement, méthodiquement, et avec une précision absolue, il ne leur reste plus rien à combattre. Pas de réfutation, pas de contre-argument.